Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Jean-Michel Quatrepoint. On se connaît depuis des décennies. Oui. Il a l'amitié de venir nous présenter ses ouvrages. En voici un nouveau, Le choc des empires, qui est passionnant, mais pas réjouissant. Il va nous le présenter et ensuite, s'il le veut bien, il répondra comme d'habitude à nos questions. Jean-Michel, vous avez la parole. Merci. Alors, la dernière fois que j'étais venu, j'étais totalement à faune. Oui. Cette fois-ci, ça a l'air d'aller mieux. Bon, on va essayer de tenir. Alors, je ne vais pas vous parler de royaume, mais je vais vous parler d'empire. De 3 empires et d'un 4e en filigrane. Alors, quand on me dit le choc des empires, oui, alors bien évidemment, il y a les États-Unis, il y a la Chine, on me dit, puis il y a l'Europe. Je dis non, il n'y a pas l'Europe, parce que l'Europe n'est pas un empire, l'Europe, il n'y a pas de nation européenne. En revanche, l'Europe est allemande. Et que les Allemands, presque sans le vouloir, sont en train de reconstituer le Saint-Empire romain germanique. Et on me dit la Russie. On me le dit depuis quelques mois seulement. Or, il se trouve que j'ai terminé le bouquin début novembre. Gallimard, c'est une très belle maison, mais c'est lent, c'est long, c'est des procédures, etc. Donc moi, en tant que journaliste, surtout si un journaliste de quotidien, je bouillais, parce que ça change, et puis on en apprend toujours j'ai appris depuis un certain nombre de choses que j'aimerais bien rajouter dans le bouquin, etc. Donc la Russie n'est plus un empire, et n'est pas encore redevenu un empire. Et on pourra en parler, si vous voulez, lors des questions. Et puis, la Russie va être sous-jacente dans mon explication parce que le comportement d'un des principaux empires des États-Unis est aussi dicté par une réaction vis-à-vis de la Russie. Alors, la dernière fois, je vous avais expliqué un peu, c'était pour mourir pour le yuan, comment la Chine entendait redevenir la première économie mondiale, puisque moi je me place en termes surtout économiques, les empires économiques, et comment elle voulait gommer ce siècle de l'humiliation que les Occidentaux, à commencer par les Anglais, lui avaient infligé à partir de juin 1840, quand les canonnières britanniques sont venues bombarder Canton, parce que les Chinois ne voulaient pas finalement accepter les règles du libre-échange que les Anglais souhaitaient leur voir appliquer. Et déjà, il y a eu une guerre à cette époque pour une question de balance commerciale. La balance commerciale britannique étant déficitaire, parce que les Britanniques achetaient massivement du thé à la Chine, et que les Chinois n'achetaient pas de marchandises à l'Angleterre, ce qui faisait un déficit de leur balance commerciale. Et c'est là où les Anglais avaient eu l'idée de leur fourguer de l'opium, produit en Inde, au Bengale, en contrebande d'ailleurs, via le port de Canton, et qu'ils ont ainsi rétabli progressivement l'équilibre de la balance commerciale, mais ça ne faisait pas les affaires de l'empereur de Chine. Donc l'empereur de Chine s'était attaqué à ce commerce de l'opium, qui en plus pourrissait sa noblesse et sa bourgeoisie. Et là-dessus, la flotte britannique avait été canonnée Canton au nom du libre-échange et pour défendre le trafic de l'opium. Bon, ça les Chinois s'en souviennent, nous on a oublié, les Chinois s'en souviennent. Et ils veulent redevenir la première puissance économique mondiale qu'ils étaient au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la Chine assurait 35% du PIB mondial. Et c'est vrai que cet empire, qui se voulait l'empire du milieu, alors vous disiez c'est dommage qu'il n'y ait pas une carte du monde, parce que je crois à l'histoire, je crois à la géographie. Voilà. Ce que nous avons un peu oublié en France. Et la Chine se vit donc comme l'empire du milieu et se reconstitue comme un empire avec ses 2 principaux clients, d'ailleurs, qui sont les États-Unis, d'un côté, Pacifique, et l'Europe, de l'autre côté. Et essentiellement en Europe, l'Allemagne, qui est son point d'entrée. Les Américains, je vous avais raconté ça aussi, comment les Américains et les multinationales américaines, essentiellement, avaient utilisé la Chine et aussi les autres ex-pays communistes pour délocaliser leur appareil de production
et à les produire à bas coût dans ces pays pour réexporter sur les pays où il y avait une demande solvable, les pays occidentaux, États-Unis, Japon, Europe, et au passage, nous étions en pleine vogue néolibérale. Au passage, les multinationales localisaient leurs profits dans les paradis fiscaux, et donc c'était tout bénéfice pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, pour les multinationales. Mais pour la Chine aussi, qui trouvait son compte. Le calcul des multinationales était de se dire, je m'installe en Chine, mais à terme, les Chinois m'obligent à faire des joint ventures, des coproductions, il y a quelques difficultés pour sortir certains bénéfices parfois, etc. Ils copient, mais à terme, j'aurai accès à ce marché chinois qui sera un Eldorado pour moi, puisqu'avec 1,3 milliard de population, on aura là un relais de croissance pour les multinationales. Ils se sont progressivement aperçus que ça n'allait pas se passer comme ça. Et que les Chinois entendaient réserver leur marché intérieur essentiellement au groupe chinois, et que les Chinois ne voulaient pas seulement être l'usine du monde, mais entendaient devenir le laboratoire du monde et avoir vocation à tout fabriquer, tout produire dans tous les secteurs. Et les Américains ont vu ainsi monter en puissance, pas seulement sur le textile, les chaussures, etc., mais ensuite sur l'automobile. Aujourd'hui, le marché chinois est le premier marché mondial. Il y a des marques chinoises, en association ou pas avec des constructeurs étrangers. Ils ont l'intention de monter sur l'aéronautique, puisque Airbus a installé une usine, mais l'usine est essentiellement produit sur place, avec des sous-ensembles qui viennent d'Europe, mais produits sur place. Et dans le domaine informatique, au sens large du terme, dans les nouvelles technologies, les Chinois manifestent une compétence et un appétit assez extraordinaire. Et Lenovo, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Lenovo, bien Lenovo, qui est le leader mondial aujourd'hui de micro-informatique, société chinoise privée d'ailleurs, a racheté à IBM et continue de racheter des pans entiers d'IBM. De la même façon, le principal télécommunicant mondial, c'est Huawei. Apple espérait, qui fait tout fabriquer en Chine, espérait avoir une part du marché chinois, et finalement Apple a vu se développer des concurrents qui, en l'espace de quelques années, prennent des parts de marché, et Apple est réduit à portion congrue, y compris face à Samsung. Donc les Américains ont commencé à comprendre que le marché chinois ne serait pas pour eux l'Eldorado qu'ils espéraient. Et que le marché chinois, il était essentiellement réservé aux Chinois. Et ils se sont aperçus, à partir de 2007-2008, au moment de la crise, que les Chinois ont mis en place en 2005-2006 un plan, moyen long terme, medium long term range investment in research and technology, avec l'objectif, c'est 2020 être indépendant, autosuffisant en matière d'innovation technologique, 2050 être leader mondial de l'innovation technologique. La Chine, je vous le rappelle, a un programme pour envoyer un homme sur la Lune, alors que les Américains ont abandonné, et leur outil de défense se développe, et leur marine se développe. Ils ont acheté l'histoire est assez drôle parce qu'elle montre bien les évolutions de la Chine. Ils ont racheté à l'Ukraine un porte-avions de l'époque de l'URSS, 95-96. L'idée était de faire de ce porte-avions un casino flottant. Et puis, le truc a traîné, et finalement, ils ont décidé d'en faire un porte-avions reconditionné, moderne, etc. Et ce porte-avions a été mis à l'eau il y a 18 mois, 2 ans. La CIA était un peu prise de court, parce que c'était beaucoup plus rapide qu'ils ne le pensaient. Parce que c'est très, très compliqué, la technologie des porte-avions. Ça ne se fait pas comme ça. Or, les Chinois maîtrisent la technologie des porte-avions. Ils en ont mis un second en chantier à Shanghai, qui va être mis à l'eau très prochainement. Et donc, la Chine, je crois, maintenant, a plus de 450 navires de guerre. Et clairement, les Chinois entendent contrôler la mer de Chine. Pour eux, la mer de Chine, c'est leur mer intérieure. Et ils ne veulent pas que les États-Unis viennent se mêler de ce qui se passe en mer de Chine, contrôler les voies maritimes, et ils estiment aussi que le sous-sol, en quelque sorte, de cette mer de Chine leur appartient.
Hein, avec une notion, ils n'ont pas la même notion des limites territoriales en mer que les Américains et que les voisins de la Chine. Donc, à partir de 2008-2009, les Américains commencent à se rendre compte qu'effectivement, le G2 dont ils se gargarisaient, dans leur esprit, d'ailleurs dans le G2, il y avait un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 1 était bien évidemment les États-Unis et le numéro 2 la Chine. Et là, ils découvrent que les Chinois entendent bien être le numéro 1 à terme. Ça a un peu gêné les Américains. Et ils se sont aperçus ensuite que les Chinois les attaquaient sur un secteur qui est hypersensible, qui affirme la suprématie américaine, indépendamment de l'arme militaire, c'est la monnaie. À partir de 2008, les Chinois avaient eu la très grande intelligence d'indexer leur monnaie, le yuan, sur le dollar. Ce qui a arrangé longtemps les Américains, notamment pour mettre le Japon à genoux, quand le Japon, dans les années 80, prétendait devenir le pôle central de l'Asie du Sud-Est et apprendre aux Américains à refaire de l'industrie. Et commencer à racheter une partie des actifs aux États-Unis. Et là, ils ont mis le Japon à genoux, parce qu'ils ont obligé le yen à se surévaluer, et c'est à partir de là, 85-90, que le Japon est rentré en stagflation. Et que la zone yen a été mort-née. Les Chinois ont bien étudié ça, les Chinois étudient tout. Voilà. Et on dit, ils l'ont écrit d'ailleurs, les Américains ne nous feront pas le coup qu'ils ont fait aux Japonais. Et donc, on s'indexe sur le dollar, comme ça on offre aux multinationales de quoi produire en zone dollar, à des coûts évidemment avec des salaires moyens à l'époque de 100 dollars par mois, et il n'y a pas de risque de change. Donc, tout bénéfice pour les multinationales. Et on vend en zone dollar, de toute façon on vend en dollars. Très habile. Et à partir de 2008, le yuan, ils ont commencé à réévaluer un peu par rapport au dollar, mais par rapport à l'euro, comme l'euro montait fortement, moi j'ai refait les calculs, en fait, depuis 10 ans, l'euro s'est réévalué par rapport au yuan. Et encore ces derniers temps. Bon. Par rapport au dollar, le yuan s'est un peu dévalué, 25%, mais par rapport à l'euro, ce qu'il perdait sur les États-Unis, il a gagné sur l'Europe. Le dollar, les Américains se sont inquiétés quand les Chinois ont commencé à faire des accords bilatéraux avec des pays en libellant une partie du commerce entre les deux pays dans les monnaies respectives. Le premier, c'était l'Argentine. Ils ont libellé une partie de leur commerce en yuan et en peso. Et puis ensuite, ils ont proposé aux BRICS. Alors, les BRICS, je vous rappelle, c'est Brésil, les pays émergents, Inde, Russie et Afrique du Sud, de libeller effectivement une partie de leur commerce intra-BRICS dans leurs monnaies respectives, et de dire qu'à terme, il faudrait peut-être prendre une monnaie commune, et sous-entendu, cette monnaie commune sera celle du pays le plus puissant, donc ce sera le yuan. Et ça, les Américains ont commencé à trouver que c'était un peu une atteinte au monopole du dollar, puisque le dollar a le monopole des transactions internationales, pour être clair, et que l'euro n'a pas vraiment entamé ce monopole. Et en 2011, il y a eu un rapprochement qui a commencé à s'opérer entre le Japon et la Chine. Et ça, c'est juste au moment de Fukushima. Le Japon se retrouve dans une situation catastrophique parce qu'ils arrêtent toutes leurs centrales nucléaires, donc il faut importer du gaz, du pétrole pour produire de l'électricité. Donc la balance commerciale qui était excédentaire devient déficitaire, donc le Japon a un vrai problème. Et à ce moment-là, le gouvernement centriste de l'époque se dit je vais me rapprocher de la Chine. C'est mon voisin, les multinationales japonaises sont implantées en Chine, produisent énormément, les flux commerciaux sont considérables, les hommes d'affaires se rencontrent, et les Chinois avaient une vieille revendication qui était que les Japonais reconnaissent enfin les crimes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est très sensible chez les Chinois. Moi, les Chinois m'ont bien expliqué, ils m'ont dit, écoutez, vous, les Allemands, ils ont fait repentance. Ils ont reconnu leurs crimes. Les Japonais n'ont jamais voulu reconnaître officiellement leurs crimes, et Dieu sait qu'il y en a eu. Et c'est la même chose d'ailleurs avec la Corée du Sud.
puisque l'affaire des femmes utilisées sexuellement par les troupes japonaises, etc., par les Japonais. Donc, les Japonais ne reconnaissent rien. Ce Premier ministre japonais était prêt à commencer à faire des gestes. Il s'est fait très sévèrement critiqué par une partie de la droite nationaliste japonaise. Et en décembre 2011, le 26 décembre, il va à Pékin et il signe avec Wen Jiabao, le Premier ministre de l'époque chinois, un accord au terme duquel les deux pays s'engagent à libeller une partie de leur commerce dans leur monnaie respective. Et la Banque de Chine autorise la Banque du Japon à acheter pour une dizaine, c'est pas grand-chose, une dizaine de milliards d'équivalents de dollars, de bons du trésor chinois. Pour les Américains, c'est un casus belli. Parce que le Japon est redevenu le premier acheteur de bons du trésor américain. Ensuite, ça voulait dire que, ipso facto, le Japon basculait dans l'orbite chinoise et qu'à terme, ils allaient pouvoir se passer du dollar. Et donc ça renforçait le rôle du yuan comme future autre grande monnaie des transactions internationales. Alors là, je raconte une histoire, mais je ne pense pas me tromper. Au mois d'avril, déjà en 2011, les Américains commencent à organiser une stratégie de containment de la Chine. Ils ont compris qu'ils n'auraient pas le marché, les multinationales n'auraient pas le marché chinois. Ils ont compris aussi, à l'occasion de chaque réunion, il y a eu 2 réunions annuelles entre les chefs d'État, etc., où on faisait le point sur l'évolution de l'ouverture commerciale réciproque des deux pays, etc. Et les Américains se plaignaient que les Chinois n'ouvraient pas leur pays, qu'il y avait la contrefaçon, la propriété intellectuelle n'était pas respectée, etc. Les Chinois disaient oui, on va prendre des mesures, prenez une circulaire, et 6 mois après, les Américains ne disaient rien à avancer, et les Chinois disaient, mais vous savez, c'est compliqué parce qu'on a des provinces, c'est un État décentralisé, vous aussi, vous êtes un État fédéral, nous on a des régions, et donc, avant que les gouverneurs des régions puissent appliquer, non mais c'est en partie vrai, hein. C'est en partie vrai, c'est en partie vrai. Non, c'est le gouvernement central. Les régions en Chine ont une autonomie. Hein, c'est pas aussi centralisé, aussi facile qu'on croit. Donc, ça ne s'applique pas sur le terrain. Hein, mais comme aux États-Unis, vous pouvez toujours faire un traité transatlantique avec l'État fédéral, mais les États, hein, ils ont leur propre législation, hein, et ils sont souverains en matière de ça. Donc, et de fiscalité. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, les Américains se rendent compte qu'effectivement, les Chinois les baladent quand même un peu, et montent le ton, et ils voient bien les ambitions chinoises, et se disent, qui inquiètent quand même quelques voisins de la Chine, et se disent, on va faire une politique de containment. Politique de containment, c'est-à-dire on va fédérer les voisins de la Chine dans une sorte d'alliance, une zone de libre-échange, hein, alors, théoriquement, cette zone de libre-échange est en principe ouverte aux Chinois s'ils le veulent, mais comme elle est dirigée contre eux, et que les règles de cette zone de libre-échange, c'est propriété intellectuelle, enfin, c'est des règles pour les multinationales américaines, il faut être clair. Bon, donc évidemment, les Chinois n'en veulent pas. Les Chinois essayent d'ailleurs de faire leur propre zone de libre-échange. Et ils ont réussi, les Américains ont réussi 2 coups. Le premier, c'est la Birmanie. C'est-à-dire qu'ils ont fait revenir la Birmanie dans le giron américains. Les généraux birmans, qui n'étaient pas des grands démocrates, c'est le moins qu'on puisse dire, mais étaient alliés évidemment à la Chine, et ils ont détaché les généraux birmans, à condition que ces généraux libèrent Aung San Suu Kyi, etc., ouvrent en partie leur pays et basculent du côté américain. De la même façon, restez le Japon, parce que si vous avez... Dommage qu'il n'y ait pas de carte. Quand vous regardez, alors vous avez le principal allié aujourd'hui des États-Unis, c'est un peu l'Australie, bien sûr, où ils veulent installer une nouvelle très grande base militaire, mais c'est le Vietnam. Parce que les relations entre le Vietnam et la Chine sont de façon ancestralement en compétition. Oui, la mer de Chine, et puis surtout la dernière guerre dans la région, je vous rappelle, c'est en 1979, hein, puisque Pékin soutenait les Khmers rouges, d'ailleurs avec les Anglais et les Américains aussi,
Et le Vietnam, lui, était contrôlé avec mer Rouge, et il y a eu une guerre rapide, et d'ailleurs, l'armée vietnamienne, qui sortait quand même, qui avait une certaine expérience, a foutu une raclée à l'armée chinoise. Donc, tout ça explique le contexte. Et donc, le basculement du Japon est essentiel, parce que si le Japon ne participe pas à ce Trans-Pacific Partnership, hein, il manque quelque chose. Et donc, au mois d'avril 2012, alors Hillary Clinton c'est elle qui est à la manœuvre, hein, faut bien comprendre, Obama est un excellent communicant, il parle un anglais merveilleux, moi je comprends tout ce qu'il dit, c'est un intellectuel, mais sa grande affaire c'est l'Obamacare. Il veut rester l'homme qui a mis en place le système de sécurité sociale, etc. Ensuite, il a d'énormes problèmes de politique intérieure, avec un Congrès qui ne contrôle pas, etc. Et celle qui est à la manœuvre en politique étrangère, c'est Hillary Clinton, et elle est toujours à la manœuvre. Elle est sortie du département d'État, puisqu'elle prépare la présidentielle de 2016. Hein, mais c'est elle qui était à la manœuvre. Hein. Et les démocrates, faut pas croire qu'il y a les bons démocrates et les méchants républicains. C'est pas aussi simple. Hein. Les démocrates, d'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire, sont souvent les pires des bellicistes, et surtout les démocrates estiment avoir une mission, que le modèle américain est bien évidemment le meilleur du monde, que c'est le kit démocratique complet, les droits de l'homme, Tocqueville, tout ce qu'on connaît, le libre-échange, et donc ils apportent le bien-être à tout le monde, et donc si vous voulez être aussi bon que nous, vous adoptez le kit complet. Et au passage, vous donnez votre marché à nos multinationales. Et ça, les Chinois, évidemment, sont très peu réceptifs à ce genre de discours. Donc, Hillary Clinton a organisé cette stratégie de containment, et elle a compris dès 2011, d'ailleurs, que l'énergie était un point clé des enjeux du XXIe siècle. Hein, et elle a mis en place au département d'État, ce qui est peu connu, aux États-Unis, vous avez le département d'énergie qui s'occupe de l'énergie aux États-Unis, etc. Elle a mis en place un bureau des investissements énergétiques qui dépend du département d'État, qui a comme objectif de faire en sorte que les États-Unis deviennent leader énergétique mondial au XXIe siècle et que l'énergie soit un outil, un leverage for foreign policy, pour la politique étrangère. Voilà. Et c'est noir sur blanc l'objectif de ce bureau. Et qui l'a mis à la tête de ce bureau? L'ancien ambassadeur des États-Unis à Kiev. Bon. Et un des objectifs de ce bureau, c'est aussi, effectivement, d'assurer qu'en mer de Chine, les voisins de la Chine puissent accéder aux ressources hydrocarbures normalement et puissent résister à l'offensive chinoise, faire en sorte que l'Arctique, les Russes soient contenus, et faire en sorte que les Européens ne soient pas totalement dépendants du gaz russe, et que, notamment, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan puissent livrer du gaz et du pétrole sans passer par les gazoducs russes, mais avec un gazoduc que les Américains cofinancent, Nabucco, qui passe par la Turquie, et qui est concurrent du gazoduc South Stream, qui passe par la mer Noire, etc. Parce que l'Italie s'approvisionne beaucoup en gaz russe. Donc, c'est une stratégie globale, c'est une stratégie de containment de la Chine et de la Russie. Et on dira deux mots tout à l'heure de la Russie. Et en avril 2012, comme par hasard, vous avez le gouverneur de Tokyo, qui est un homme d'extrême droite, d'une grande famille connue d'ailleurs, qui est lié à certains milieux américains quand même, et qui, en voyage aux États-Unis, déclare que la ville de Tokyo va racheter à des propriétaires particuliers japonais les îlots d'Aryu Seikoku, les fameux îlots qui sont entre Taïwan et le Japon. Alors ce sont des arpents de terre, ce sont des îlots qui sont inhabités. Ils appartenaient à la Chine en 1895. Lors de la première guerre sino-japonaise en 1895, l'armée chinoise a été vaincue, essentiellement aussi parce que les Anglais avaient donné les plans de l'armée chinoise aux Japonais. Ils étaient alliés à l'époque, tout le monde s'attendait sur le dos de la Chine. Et en 1945, ces îlots devaient revenir à la Chine, mais là-dessus, conflit de Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung, donc la situation est gelée, et l'affaire n'est pas réglée. On n'en parlait plus,
la décision du gouverneur de Tokyo met le feu aux poudres, le gouvernement japonais se retrouve piégé et se dit, il comprend que dans ce pays, il dit je ne peux pas laisser le gars d'extrême droite racheter pour le compte de Tokyo, les Chinois vont bondir au plafond, et là il faut une connerie. Ils nationalisent les îles. Et les Chinois n'ont peut-être pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. Alors moi j'ai été en Chine juste après. Alors, dire, manifestation, surtout c'est en pleine affaire Bokchilei en plus, donc c'était un moment où quand même le pouvoir, la nouvelle structure du pouvoir chinois se cherchait, Bokchilei était l'aile gauche, c'est un peu plus compliqué en Chine, mais donc instantanément, manifestation dans les rues, le commerce entre la Chine et le Japon a chuté de 40%, tous les voyages ont été annulés. Et donc le gouvernement chinois a encadré les manifestations pour éviter des débordements qui sont possibles. Et le gars de Tokyo, il a aussi son coup. Parce que les bonnes relations entre la Chine et le Japon, d'un coup, ont cessé. Et à partir de là, le Abe, ils sont rentrés en campagne électorale. Abe et les conservateurs disant mais on n'a pas à faire acte de repentance, on n'a pas à s'excuser, vous bradez l'honneur du Japon, etc. Et Abe gagne les élections sur un programme très nationaliste, très anti-chinois, refus de la repentance. Je raconte d'ailleurs dans le bouquin qu'il fait des provocations, il se fait prendre en photo devant un avion, un jet militaire, mais qui porte un numéro qui est le numéro d'une escadrille qui s'était rendue coupable d'atrocités pendant la guerre, etc. Bon, enfin, donc la tension monte évidemment, et Abe instantanément dit qu'il rejoint le Trans-Pacific Partnership. Il explique qu'ils ne vont plus avoir seulement une force d'autodéfense, mais une armée, qu'il mène des manœuvres conjointes avec les Américains dans des îles du Pacifique, thème des manœuvres, reconquête d'îlots envahis par des forces extérieures, etc. Et la contrepartie de ce retour dans le giron américain, c'est que les Américains l'autorisent à dévaluer le yen de 30%, à laisser filer le yen. Ils changent le gouverneur de la Banque du Japon, d'ailleurs. On décide de faire de l'inflation et de booster, si possible, l'économie japonaise en dévaluant le yen, qui a dévalué à peu près de 30%, etc. Et les Américains, c'est les Américains qui empêchaient jusqu'alors cette opération. Et depuis, les négociations avec les pays du Trans-Pacific Partnership, alors il y a les États-Unis, il y a le Chili, le Pérou, et puis il y a Australie, Japon, Brunei, Malaisie, Philippines, et Vietnam, Birmanie, etc. Avancent. J'ajouterais qu'elles avancent qu'à un cas, parce que les Japonais, par exemple, l'agriculture japonaise, c'est pas grand-chose, mais c'est symbolique de la culture japonaise. Le bœuf de Kobe, ça existe. La manière de cultiver le riz, ça existe. Or, les Américains, ce qu'ils veulent, c'est écouler leurs marchandises. Donc, les agriculteurs japonais risquent de faire les frais de l'opération. Donc, il y a de la résistance. De la même façon, j'ai découvert que les Australiens résistent un peu parce que l'un des grands enjeux de ces négociations commerciales, c'est de permettre les flux de données sans restriction, et que ces flux de données soient régis par des réglementations, plutôt la réglementation américaine que des réglementations nationales. Et que si possible, les serveurs de ces flux de données utilisent des logiciels américains, parce que les logiciels américains permettent à la NSA d'avoir directement accès aux flux de données. Bon, voilà. Donc, c'est QFD.
Hein, mais il y avait un petit article là-dessus. Alors les Australiens rechignent un peu quand même, parce que bon, les Malaisiens aussi rechignent. Bon, ça veut dire qu'ils ne contrôlent plus les flux de données. Hein, on est sous contrôle américain, et les Américains, on en parlera tout à l'heure, l'embargo et la manière de contrôler et d'imposer leurs droits, leurs normes, est essentielle. Et une fois que c'est le droit américain qui s'applique, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes piégé. Donc, tout ça, c'est évidemment les multinationales qui sont aussi à la manœuvre, hein, pour essayer de pénétrer. Mais l'Amérique se remet au centre du jeu mondial, face à la Chine. Et en même temps, ils se sont dit, finalement, il y a le Trans-Pacific Partnership, pourquoi ne pas réactiver le vieux projet de partenariat transatlantique qu'ils avaient eux-mêmes enterré. C'était les plus atlantistes des Européens qui poussaient à ça, mais comme pendant une dizaine d'années, les Américains n'ont juré que par l'Asie et oublié la vieille Europe, donc ils avaient laissé tomber. Mais là, effectivement, d'un côté, j'ai le Trans-Pacifique, face à la Chine. Comme la Russie refuse de venir sur mes positions et commence à poser un problème, et n'accepte pas finalement de passer sous les fourches codines américaines, donc il faut que je fasse une politique de containment américain. Et il faut que je détache l'Europe de ses liens avec la Russie. Donc, on a relancé tout naturellement le partenariat transatlantique. Et ça a commencé en 2012, début 2012. Il commençait à y avoir quelques négociations plus ou moins secrètes. Janvier 2013, Cameron et Angela Merkel l'annoncent quasiment à Davos. Voilà. Les Français tombent des nues. Bon, comme toujours. Et l'affaire est lancée avec Barroso. Hein, et depuis, ils essayent d'accélérer pour aller vite. Ainsi, l'Amérique se remet au centre du jeu. Face à la Chine, à l'Empire chinois, du milieu, et face aussi à la Russie et à l'Allemagne. Et l'Allemagne, troisième empire, l'Allemagne ne se vit pas encore comme un empire. L'Allemagne est mercantiliste. L'Allemagne a reconstruit sa puissance économique sur une politique bismarckienne, qui était celle qui avait réussi à l'époque de Bismarck, et qui est aussi de ne pas apparaître comme ne pas faire ressurgir les vieux démons de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, je crois qu'il était totalement sincère là-dessus. Donc, pas d'outil de défense. La diplomatie, c'est une diplomatie du carnet de commandes. Et quand vous êtes mercantiliste, vous devez être bien avec vos clients. Et quels sont les deux principaux clients de l'Allemagne? Eh bien maintenant, c'est plus tellement l'Europe, c'est la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce qui peut intéresser l'Allemagne dans un partenariat transatlantique, dans un accord de libre-échange avec les États-Unis? Ça intéresse les groupes allemands, notamment les groupes de l'automobile. C'est l'automobile qui assure une bonne partie des excédents allemands. Das Auto. Et les Allemands pensent mondial depuis longtemps. Et l'Amérique, et ils sont implantés aux États-Unis déjà depuis longtemps, Volkswagen, Mercedes, BMW, ils produisent pour le marché américain, ils vendent, gagnent de l'argent, mais l'idéal serait pour eux d'utiliser les États-Unis comme une nouvelle base de production pour approvisionner non seulement le marché américain, mais aussi le marché européen, voire le marché pacifique. Et les normes sont importantes. Ces traités de libre-échange ne sont pas des traités sur les barrières douanières. Il n'y a pratiquement déjà plus de barrières douanières. Ce sont des barrières réglementaires, de normes, de normalisation, sécuritaire, etc. Et si vous avez les mêmes normes de chaque côté de l'Atlantique, vous amortissez votre production sur un marché beaucoup plus grand. Et les Allemands ont intérêt aujourd'hui à produire aux États-Unis parce que le dollar est nettement plus bas que l'euro, parce que la main-d'œuvre y est bien meilleur marché qu'en Europe, avec des syndicats nettement moins puissants qu'en Europe. Le gouvernement américain donne des subventions pour installer des usines robotisées
modernisés qui rentrent pleinement dans cette troisième révolution industrielle. Et à partir de là, les groupes allemands vont gagner de l'argent en produisant là-bas, en vendant notamment en Europe, et ça aura peut-être moins de travail sur l'Allemagne, mais l'Allemagne n'a pas de problème de manœuvre. Hein, elle a un déficit de main-d'œuvre, même. Elle lui manque de la main-d'œuvre, elle importe de la main-d'œuvre. Donc, elle s'en fiche, et à partir du moment où les groupes allemands gagneront de l'argent sur les marchés mondiaux, aux États-Unis, en Chine et ailleurs, ils rapatrieront les dividendes en Allemagne, ça permettra de payer les retraites des Allemands. L'Allemagne est un pays vieillissant, comme la Chine d'ailleurs, comme le Japon. Ce sont des pays qui accumulent des excédents commerciaux parce qu'ils auront à terme un problème de financement de leur retraite. Et l'Allemagne a mené une stratégie fort habile depuis toujours. Ils ont digéré la réunification, qui leur a coûté très cher, à nous aussi, d'ailleurs. Maintenant, ils entendent bien toucher les dividendes de leurs efforts. Hein, et que nous, on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Donc, cet empire allemand, cette Europe qui devient allemande, hein, et qui le devient d'autant plus que l'élargissement a renforcé le poids de l'Allemagne. Indiscutablement, aujourd'hui, dans les conseils européens, ils ont la majorité. Et nous sommes totalement isolés. Et donc ces trois empires se partagent, en fait, l'économie mondiale, avec ce petit problème qui a émergé de la Russie. Bon. La Russie, pour l'Allemagne, Madame Merkel n'est pas russophile, elle serait même russophobe. Elle est américanophile, et à terme, elle est assez d'accord pour distendre les liens et se passer du gaz russe. L'énergie est au centre de la politique. Merkel a renoncé unilatéralement au nucléaire. Pourquoi ? Première raison, elle a une fibre écologique. Elle a été ministre de l'Environnement, son premier poste était ministre de l'Environnement dans le gouvernement Kohl. À un moment, quand elle était en Allemagne de l'Est, elle a hésité à choisir entre les écolos, les Grünen, et la CDU. Elle a choisi la CDU, mais avec cette fibre écologiste. Ensuite, il faut savoir que les énergéticiens allemands sont plutôt SPD que CDU, Schröder étant le symbole. Et que c'est Schröder qui a négocié les contrats avec les Russes, avec Gazprom. D'ailleurs, il est employé par Gazprom aujourd'hui. Enfin, par Nord Stream, qui est des co-filiales de Gazprom. Et alors que Merkel, elle est plus industrie traditionnelle. Ensuite, on dit que quand elle a fait son putsch pour écarter Kohl et Schauble du pouvoir de la CDU en 1998, elle a été poussée par les Américains, par la CSU, qui est la branche bavaroise de la CDU, et qui est très pro-américaine. Alors, certains disent que les Américains la tiennent parce qu'ils auraient récupéré son dossier à la Stasi lors de la chute du mur de Berlin. Invérifiable. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a eu effectivement une course entre la DGSE et la CIA pour essayer de récupérer les dossiers de la Stasi, et que c'est la CIA qui les a obtenus. Bon. Alors, Merkel, à l'évidence, était membre du parti, mais comme un peu toutes les élites à l'Allemagne de l'Est, si vous vouliez faire carrière, était professeur. Son père, c'est intéressant le parcours, son père est le seul Allemand qui ait fait le trajet en sens inverse. Hein, il est passé de l'ouest à l'est. Il était pasteur. Merkel est né dans le nord de l'Allemagne, de l'ouest, 1954, et il était pasteur. Il est passé à l'est pour évangéliser les peuplades communistes, mais il est devenu ce qu'on appelle un compagnon de route. Hein, mais en tant que pasteur, en tant que compagnon de route, il était privilégié du régime, mais en tant que pasteur, il était quand même suspect. Hein.
Et sa fille donc fait ses études en Allemagne de l'Est, a appris le russe évidemment comme tous les enfants en Allemagne de l'Est, et elle voulait être professeure de russe. Mais comme elle était fille de pasteur, elle n'a pas pu être professeure de russe, donc elle est devenue professeure de physique. Voilà. Et elle a été membre du parti, et certains disent que, en tant que professeur, elle renseignait la Stasi, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de monde renseignait la Stasi à l'époque. D'ailleurs, quand on lui pose la question, parce qu'il y a eu quand même de temps en temps des papiers, des enquêtes, ça, elle botte en touche, très habilement. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas que absolument, non, Duro c'est loin, je ne me souviens pas trop, c'est une autre époque, etc. Elle noie le poisson, elle ne ment pas. Mais elle est foncièrement américanophile parce que, dit quand on a vécu sous l'occupation soviétique, forcément je rêvais de l'Amérique, etc. Et en 2004-2005, elle soutenait l'intervention en Irak, contrairement à Schröder. Voilà. Et elle s'apprêtait à aller faire un voyage aux États-Unis pour soutenir encore plus officiellement la politique de Bush quand il y a eu les élections en Allemagne. Et là, elle a annulé le voyage et elle s'est présentée. Donc, se dégager de la dépendance à l'égard du gaz russe ne la gêne pas. Elle a d'ailleurs rompu sur le nucléaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, Siemens était actionnaire d'Areva. Siemens voulait mettre la main sur Areva. Quand Siemens a vu qu'il ne pouvait pas mettre la main sur Areva, que c'est Sarkozy d'ailleurs qui l'a bloqué, à ce moment-là, Siemens a passé un accord avec une société russe qui s'appelle Rosatom. Et envisageait donc une coopération sur l'énergie nucléaire avec Rosatom. Quand Merkel a décidé, après Fukushima, elle a bien choisi le moment d'ailleurs, j'arrête le nucléaire, du coup Siemens a rompu ses accords avec Rosatom. Il n'y a plus de raison. Et à terme, ipso facto, au même moment, aux États-Unis, la nouvelle politique énergétique est de faire du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Alors, en masse, comme les Américains savent le faire quand ils mettent le paquet, tant pis pour l'environnement d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, l'énergie aux États-Unis est 2 fois moins chère qu'en Europe, moins chère qu'en Chine, et les Américains font miroiter aux Européens de l'exportation de gaz et de pétrole de schiste par méthanier, ça prendra du temps parce qu'il faut péter, qu'ils pourront vendre moitié moins cher que le gaz russe. Ainsi, les industriels allemands et européens retrouveront un avantage compétitif, alors que là, ils n'ont plus l'avantage compétitif par rapport aux Américains. Et c'est pour ça aussi que les groupes allemands veulent aller s'implanter aux États-Unis pour bénéficier d'un coût de l'énergie moins cher. Toute industrie pétrochimique mondiale est en train de se rapatrier aux États-Unis. À cause de ça. Il y a 20 ans, les industries pétrochimiques, notamment américaines, se sont expatriées, délocalisées dans les pays du tiers-monde en disant on va les polluer dans les pays du tiers-monde, noir sur blanc. Et maintenant, ils se rapatrient aux États-Unis parce que l'énergie est beaucoup moins chère. Et donc pour les Allemands, c'est un enjeu comme ça. Et dans la négociation transatlantique, les Américains disent si vous voulez bénéficier, quand vous exportez du gaz de schiste, donc que vous ayez un coût de l'énergie moins cher qu'avec le gaz russe, il faut nous donner des avantages sur les autres aspects de l'accord transatlantique, c'est-à-dire la santé, l'agroalimentaire, tout ce qui est les multinationales Amazon, Netflix, les flux de données, etc., l'armement, les industries de défense, etc. Et tous secteurs qui, comme par hasard, sont ceux où la France a encore une petite position. Et que les Allemands, eux, ça les dérange moins. Ouais. Donc, ça, c'est un enjeu d'importance. Donc, Merkel, à terme, effectivement, la Russie, c'est pas sa tasse de thé. Poutine, ils se parlent parfaitement, ils parlent allemand tous les deux, ils parlent russe tous les deux, ils parlent anglais tous les deux. Donc, ils se comprennent très bien, ce qui n'est pas le cas de Hollande. Bon. Mais Poutine a une expression, il dit Merkel, je l'adore, mais elle me déteste. Bon. Il était représentant du KGB quand même en Allemagne de l'Est. Donc, mais
la Russie, elle n'a aucune envie, elle veut se dégager de la dépendance à l'énergie russe, progressivement, mais elle ne peut pas se passer de la Russie parce que les industriels allemands et la Chine sont en train de mettre en place une nouvelle voie commerciale qui est essentielle pour eux. C'est la nouvelle route de la soie. Encore une fois, dommage que je n'ai pas de carte. La route de la soie, ça vous évoque tous les Tadjikistan, Kyrgyzstan, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Les Chinois sont engagés dans un processus de relocalisation à l'intérieur de la Chine. Pourquoi ? Parce que sur les zones côtières, pour produire des matériaux de base, la main-d'œuvre est devenue trop chère, $400 en moyenne par mois. Les conditions de travail, ils sont obligés de les améliorer parce qu'il y a eu des grèves, parce qu'il y a des mouvements, etc. Et donc une partie des usines se relocalise à l'intérieur de la Chine, où la main-d'œuvre qui vient de la paysannerie est payée $100 de l'heure. On construit des villes nouvelles, etc. Et il coûte moins cher et ça représente beaucoup moins de temps de transporter des marchandises par chemin de fer depuis le centre de la Chine jusqu'en Europe. Parce qu'actuellement, si vous faites partir les marchandises qui sont dans le centre de la Chine, il faut prendre le chemin de fer pour aller jusqu'à Shanghai, Hong Kong, Canton, sur les ports. Là, il y a de l'embouteillage. Ensuite, il y a la voie maritime. La voie maritime, en plus, avec les conflits avec les États-Unis, les frictions, etc. Donc la Chine veut rebasculer une partie de son commerce avec l'Europe par la voie ferrée. Et on construit, on aménage la voie de chemin de fer. C'est deux entreprises essentiellement qui y participent, Siemens, General Electric et un peu Alstom, qui vendent quelques locomotives. Le Kazakhstan est la plaque tournante. Le Kazakhstan était Astana. Astana, oui. Donc le Kazakhstan a un grand projet qui est de... Parce que les dictateurs, pour parfois ça de bien, c'est qu'ils ont des grands projets. Et son grand projet, c'est de l'après-pétrole. Et donc son idée, c'est de développer une industrie ferroviaire et d'être le nœud de cette nouvelle architecture ferroviaire entre la Chine et l'Europe. Et donc de construire, il y a des usines qui s'implantent, où on construit les rails, les infrastructures ferroviaires, les ateliers de réparation, etc. Il y a actuellement 3 trains par jour. C'est des trains containers, gigantesques. À partir du 1er juin, un train quotidien. Et ça va monter en puissance. Et d'ores et déjà, Hewlett-Packard, par exemple, approvisionne le marché européen, les claviers, ça sont fabriqués en Chine, et maintenant c'est approvisionné par le chemin de fer directement à Duisbourg. De la même façon, Mercedes, BMW, etc. Utilisent ce chemin de fer pour envoyer des sous-ensembles en Chine et inversement pour rapatrier des modèles en Allemagne. Il faut bien comprendre que la mondialisation, vous prenez un produit, vous le découpez en de multiples sous-ensembles et vous allez fabriquer les sous-ensembles là où c'est le plus intéressant. Et ensuite vous assemblez là où c'est le plus intéressant. Et l'informatique permet ça. Les réseaux, la mise en réseau du monde permet ça. Donc le chemin de fer va devenir essentiel. Il gagne de l'argent, il gagne du temps. Si vous avez une nouvelle guerre froide, c'est gênant, parce que ça transite par la Russie. Donc, Merkel, elle est pour ne pas faire ami-ami avec les Russes, mais elle n'est pas pour être en affrontement avec la Russie. Et les Chinois, pareil, les Chinois sont très ennuyés, très ennuyés, parce qu'eux aussi, c'est des mercantilistes, et l'Allemagne est leur point d'ancrage sur l'Europe, et donc ils ont besoin de cette voie de chemin de fer, et ils ont besoin d'une situation un peu apaisée. Alors, qui avait intérêt à foutre le bordel en Ukraine? Voilà. Donc les Américains sont à la manœuvre, les Baltes et les Polonais ayant poussé à la roue, puisque évidemment ils ont l'obsession russe, et les Européens n'ont pas bien compris ce qui se passait. Ils n'ont pas bien compris qu'en proposant d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, c'était un casus belli pour les Russes, et qu'ensuite de faire miroiter l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est une absurdité.
et que personne n'est prêt à payer pour ça. L'économie ukrainienne, l'Ukraine c'est 40 millions d'habitants. Toute l'industrie se trouve à l'Est. Et l'essentiel de la production, indépendamment du blé, l'essentiel de la production ukrainienne est dans la zone de l'Est, et chaque ville, comme vous voyez, Sobiansk, etc., toutes ces villes vivent autour de 1, 2, 3 usines métallurgiques qui travaillent avec la Russie. Et ça date du temps de l'URSS. L'Ukraine fournissait beaucoup des savants qui ont mis au point les systèmes spatials soviétiques et russes viennent d'Ukraine. De la même façon, les centrales nucléaires à l'époque de l'URSS étaient installées en Ukraine essentiellement, dont Tchernobyl. Et aujourd'hui, les centrales nucléaires ukrainiennes vendent de l'électricité à la Russie. La Russie les approvisionne en combustible nucléaire qui est fabriqué en partie, c'est des mines d'uranium aussi en Ukraine, qui vient d'uranium. Donc les économies sont imbriquées. 50% des importations d'armement russes viennent d'Ukraine. Vous avez dans les missiles que vous avez vus redéfiler là, sur la place rouge, les missiles balistiques, une partie des composants sont fabriqués en Ukraine. Donc si vous faites basculer l'Ukraine dans l'OTAN, ça veut dire que la force de frappe russe... donc c'est un casus belli. Et en plus économiquement, si vous voulez détacher l'Ukraine de ses liens économiques avec la Russie, ça veut dire que vous devez faire exactement la même chose qu'avec l'Allemagne de l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est? On a payé 17 millions de gens à ne rien faire pendant 10 ans. Le temps de reconvertir. Ça a coûté 1000 milliards de marks. 150 milliards d'euros. Et ça nous a coûté la récession en 93, etc. Bon. À l'échelle de l'Ukraine et au jour d'aujourd'hui, c'est 200-300 milliards d'euros. Bon. Est-ce que de dons, pas de prêts, de dons. Bon. Les Américains, ils vous disent, on va prêter $1 milliard. Bon. Donc, est-ce que les Européens sont prêts à mettre 300 milliards d'euros, donner 300 milliards d'euros, notamment les pays du Sud? Est-ce que les Espagnols, les Portugais, les Grecs sont prêts à... Donc, mais ce qui est vrai, c'est que ça fout le bordel à l'intérieur de l'Europe, une division évidemment entre Pologne, les pays baltes, quelques autres. Merkel est emmerdée, parce qu'elle est obligée de tenir compte d'une part de ses industriels, qui travaillent aussi, Siemens travaille beaucoup avec la Russie. Bon, elle ne peut pas se dégager du gaz russe tout de suite. Le gaz de schiste, il n'est pas prêt, américain, il n'est pas prêt. Bon, donc qu'est-ce qu'elle fait en attendant? Ils importent du charbon. Charbon américain. Bon. Qui, pour le CO2, du coup, l'Allemagne est devenue le premier émetteur de CO2 en Europe, évidemment. Donc les Américains, toujours on divise pour régner. Donc ils sont en train de diviser l'Europe. Et regardez ce qui se passe avec les Mistral, c'est-à-dire que Hollande a été faire acte d'allégeance chez Obama, a expliqué qu'il allait falloir signer le traité transatlantique, puis on était d'accord, il fallait maintenant aller vite. Le seul résultat, c'est que maintenant on me dit, les Mistral, là, faut pas les vendre. Les Mistral, tout le monde sait ce que c'est, de bateaux. Bon. Et ce matin, il y avait la une du New York Times, un grand papier, Fabius est aux États-Unis, et vous racontez toute la genèse. Les Américains disant, mais en 2011, vous avez bien dit qu'il ne fallait pas vendre ces bateaux aux Russes, parce que ça leur permettait, s'ils avaient eu ces bateaux, effectivement, ils auraient pu intervenir en Géorgie beaucoup plus vite qu'ils ne l'avaient fait, donc ça leur donne une arme sur la mer Noire qui est pas... Alors les Français disent, mais on a fait ça, les règles avec l'OTAN, ce qui est vrai d'ailleurs. Il n'y avait pas d'embargo et tout était prévu. Bon, mais les Américains ont décidé effectivement que les Russes étaient un nouvel ennemi. Et donc, on est politique de containment, Chine, Russie. L'Amérique règne Pacifique avec le Japon et l'Europe avec le traité transatlantique et en s'appuyant si possible sur l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas, et l'arme de l'embargo. Alors l'arme de l'embargo, elle est redoutable. Moi je viens de m'en rendre compte à Cuba. J'ai passé 8 jours à Cuba et je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Cuba ne menace pas la sécurité américaine quand même. Les pauvres lui demandent à rentrer dans le giron américain, mais comme la volonté de punishment. La volonté de punishment américaine, c'est toujours très fort. On punit. Vous nous avez manqué, comme on dit, je vous punis jusqu'au bout, je vous mets à genoux. Tout bateau qui
accoste Torricelli. la loi Torricelli, exactement, à Cuba, est interdit d'accoster pendant 6 mois aux États-Unis. Bon. Les banques, regardez ce qui arrive avec la BNP. La BNP, c'est quand vous faites une transaction en dollars, il y a une compensation qui se fait aux États-Unis, forcément une compensation en dollars. Et maintenant, avec les systèmes informatiques, instantanément, sur les ordinateurs, vous voyez apparaître. L'ambassadeur de France à Cuba, Nelson, veut acheter une voiture à titre privé. Il paye sa voiture, il a un compte comme tous les expatriés, comme tous les diplomates à la Banque transatlantique, il opère dans le monde entier, etc. Et le virement se fait, il fait payer depuis Paris, sur Cuba pour payer la voiture, en dollars. Ça transite par les États-Unis, bloqué. Le compte de l'ambassadeur et de sa femme sont bloqués. Parce que si la Banque transatlantique ne bloque pas le compte, elle ne peut plus opérer aux États-Unis. Ou elle opère des comptes, etc. Il a mis 15 jours à pouvoir débloquer le truc. Intervention, 15 jours. Et ce qui se passe avec la BNP est un magnifique exemple. La BNP a effectivement effectué des paiements parfaitement licites pour des marchandises sur le Soudan, sur l'Iran et sur Cuba. Ces paiements ont été faits en dollars. Donc ça a été compensé aux États-Unis. Et bien ce seul fait, ils sont passibles de la loi américaine. Oui. Et à partir de là, je vous mets au pénal. Et le chantage est simple. Si vous ne payez pas l'amende et vous ne faites pas acte de repentance, je vous interdis d'agir aux États-Unis et de compenser en dollars. Ah oui. Et donc, ils sont en train de mettre toute la finance mondiale sous leur coupe. Là, on parle de 3 milliards d'euros quand même pour la BNP, c'est pas rien. Donc, de mettre à genoux. Et c'est vrai que les banques, si vous voulez, hésitent à agir et à faire des transactions en dollars sur des pays qui ont le malheur de ne pas revenir. La tête ne revient pas aux Américains. Alors en plus, disons, c'est des embargos à géométrie variable, parce que par exemple le Canada commerce avec les États-Unis. Les États-Unis ferment les yeux. Mais en Europe, la France est dans le collimateur. La France, l'Italie, maintenant l'Allemagne aussi, etc. La Corée du Sud, pour le moment, ils ferment les yeux. C'est-à-dire que Renault a vendu 1000 voitures l'année dernière à Cuba, pas beaucoup, mais il a vendu 1000 voitures, mais ils ont transité par la Corée du Sud. Donc cette arme de l'embargo est redoutable, et vous voyez bien dans la montée des sanctions contre la Russie, derrière, c'est vous ne pourrez plus faire du commerce avec les Russes, sinon vous ne ferez plus de commerce et vous ne pourrez plus rien faire sur les territoires américains et sur le territoire de nos alliés et sur le territoire des gens qui ont signé des accords de partenariat de libre-échange, où finalement c'est la règle américaine qui s'appliquera à chaque fois. Donc on est dans une bataille considérable. Poutine n'est pas un saint, loin de là. Je passerai peut-être pas mes vacances avec lui. Cela dit, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois. Le projet américain, là aussi, était un projet de punishment. C'est-à-dire on démantèle l'URSS, et ce qui reste de la Russie, c'était le plan Brzezinski, devait être coupé en 3. La Russie, c'est 150 millions d'habitants. Maintenant, ils étaient 340. Bon. Et là, ils voulaient couper en 3, une Russie européenne, aussi Sibérie et une sur l'Asie. Bon. Et les matières premières devaient être exploitées, mises en concession aux compagnies anglo-saxonnes, essentiellement. Voilà. Et tout ça devait se réaliser à la fin du règne de Yeltsin, et c'était Khodorkovsky qui allait vendre les Yukos-Rosneft aux anglo-saxons pour 25 milliards de dollars, et qui voulait se présenter à la présidentielle, acheter la présidentielle à la présidence, et là, il aurait achevé de mettre le pays, effectivement, à la disposition des compagnies anglo-saxonnes. Bon. Poutine a été choisi, par Yeltsin d'ailleurs, est intervenu, et comme Khodorkovsky n'a pas respecté le deal, il l'a mis directement en taule pendant 10 ans. Mais effectivement, le deal était simple.
maintenant c'est à peu près connu, quand Yeltsin est arrivé au pouvoir, ils ont mis le pays en coupe réglée. Il a dit aux oligarques, vous faites ce que vous voulez, vous en mettez plein les poches, mais vous ne touchez pas à la politique. Et vous rétrocédez à ma famille ce qu'il faut. Quand il est arrivé en fin d'exercice, il était plus que malade, ivrogne et tout, il a choisi Poutine parce que je pense qu'une partie de la technostructure a trouvé que c'était trop, donc Poutine a été mis en scène. Il venait du KGB. Poutine est arrivé dans le sillage de Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg. Et Poutine a dit aux oligarques, je reprends le deal avec Yeltsin, mais vous faites l'économie, vous me laissez la politique. Ce que je vous demande, c'est comme le pays est en faillite, c'était le cas en 98, vous payez un peu plus d'impôts, parce qu'ils ne payaient pas un sous-impôt les oligarques, vous payez de l'impôt Russie pour qu'on rétablisse ses recettes budgétaires, et vous faites en sorte qu'il y ait un peu d'activité qui soit rapatriée quand même en Russie. Deal d'ailleurs que Obama a repris avec les multinationales il y a 3 ans, américaines. Et 3 n'ont pas respecté le deal, de Khodorkovsky, et 2 autres, l'un s'est réfugié à Londres, il est mort depuis, et l'autre en Israël. Et les autres ont respecté le deal. Et donc Poutine se souvient de tout ça, quand même, et les Américains aussi. Donc Poutine, ils ont compris que Poutine, ils ne le manipuleraient pas, comme ils ont compris que les Chinois n'accepteraient pas qu'on leur vende le kit démocratique, droits de l'homme, élections, etc. Et pour terminer, les Chinois disent, écoutez, vous nous expliquez depuis plus de 30 ans que pour faire du développement économique, il faut absolument avoir le modèle, votre modèle démocratique, droits de l'homme, liberté, etc., élections, libre-échange, concurrence, etc. Nous, on vous a démontré en 30 ans qu'on pouvait faire du développement économique avec un autre modèle. Bon. Alors, votre modèle, d'ailleurs, il n'est pas en si bon état que ça. Écoutez, laissez-nous vous faire une expérience, et puis vous, ce qui ne vous empêche pas de commercer, d'avoir des relations, etc. Donc voilà le choc des 3 empires, et du 4e qui est en gestation. Merci, Jean-Michel. Le débat est ouvert, c'est Hervé qui anime comme d'habitude. Oui, vous n'avez rien dit du Japon. Parce que si, je dis du Japon, il est revenu dans le giron américain. D'accord. Voilà. Avec Abe est un vrai conservateur nationaliste. Vous savez, dans mon précédent livre, il y avait un sous-titre qui s'appelait Comment éviter une guerre mondiale. On me l'avait beaucoup reproché. Oui. Oh, guerre mondiale, etc. Regardez aujourd'hui, quand on ne connaît pas de. Bon, les îlots inhabités. Vous savez, souvent, les trucs partent en vrille, comme on dit. Et puis, vous avez une montée d'adrénaline de chaque côté, et puis, on n'arrive plus à empêcher les choses. Donc, c'est une vraie zone de tension. Et aussi au sud avec le Vietnam. Vous avez, bien évidemment, la Syrie. C'est une zone de tension fantastique. Là, vous cumulez tout. Vous avez la guerre de religion, parce que le phénomène quand même aujourd'hui, c'est la guerre de religion. C'est pas. La Syrie, c'est une guerre de religion à l'intérieur de la religion musulmane. Et c'est une guerre de religion pas seulement entre sunnites et chiites, c'est une guerre de religion à l'intérieur des sunnites. Oui, entre alors les salafistes, les wahhabites, Al-Qaïda, les musulmans modérés, etc. Vous avez les chiites de l'autre côté, le vieux chiisme. Les alaouites sont une branche du chiisme. Et puis, ce qui est vrai, c'est que les alaouites protégeaient les chrétiens. Comme Saddam Hussein protégeait les chrétiens. Et comme Moubarak a essayé de protéger les Coptes. Bon. Donc c'est une vraie guerre de religion, plus des guerres ethniques. En Afrique, le Nigeria. Bon. Moi, on me dit toujours l'Afrique, c'est le continent de demain. Bon. Vous avez des guerres de religion épouvantables, des guerres tribales. Et le Nigeria, et maintenant vous avez une guerre à l'intérieur de la chrétienté entre les évangélistes et les catholiques. Ah oui. Ah oui, ça. Et. Comment ? Dans le Maghreb. Mais sur toute l'Afrique. Oui, mais en Afrique du Nord.
il y a une évangélisation Oui. apparemment des Kabyles et des... Oui, les Kabyles. Des Kabyles et des... mince. On les comprend. Les Berbères, c'est les Kabyles. Berbères. Les Kabyles, oui, c'est des... Oui. Mais ils pratiquent clandestinement, enfin d'après ce que j'ai vu. Ça peut être grave. Et... Oui. Allez-y. Non, mais... Non, mais on va respecter les tours de parole. Allons-y. Monsieur, répondez. Monsieur, ici. Oui, non, mais moi j'ai deux petites questions. Sur la manière dont les États-Unis ont fait détacher des pays d'Europe de l'Ouest de la Russie, dont vous avez parlé du fait qu'ils leur faisaient miroiter du gaz de schiste peu cher à court terme. Mais est-ce que c'est vraiment viable ça pour les pays européens? Par exemple, quand on voit la dichotomie entre la manière dont l'Union européenne se comporte vis-à-vis de la Russie, l'Union européenne qui a soutenu le projet Nabucco, et la manière dont les pays de l'Union européenne, indépendamment, soutiennent des projets russes. Vous avez le Nord Stream soutenu par l'Allemagne, mais aussi le South Stream qui a été soutenu Par l'Italie. Et Tout à fait, oui. donc est-ce que finalement les pays européens y croient à ce gaz de schiste que leur font miroiter les Américains, puisqu'ils continuent de facto à se... Non, mais de facto, l'Italie est le pays sans doute qui a le plus de relations avec la Russie. Voilà. Beaucoup plus que nous, les Français. Donc l'Italie ne votera jamais de sanctions contre la Russie. De la même façon, l'Allemagne est partagée en son sein, hein, même si la Russie c'est pas un de leurs débouchés principaux. Hein. Mais il y a le chemin de fer dont je parlais, il y a les intérêts des énergéticiens allemands, de Nord Stream, etc. Donc l'Allemagne est plus que prudente sur le sujet. Le problème vient des autres pays de l'Est, c'est que la Pologne, comme les pays baltes, et comme aussi peut-être la Roumanie, mais plutôt l'Ukraine et la Moldavie, évidemment, eux, la peur du russe, soviétique, enfin bon, l'emporte sur tout le reste. Hein. Et pour eux, la seule façon d'être protégé, c'est d'être dans l'OTAN et d'avoir des troupes de l'OTAN sur leur territoire. Hein, et de rompre avec la Russie. Il se trouve que ça arrange aussi les Américains, parce que, par exemple, la Pologne n'a jamais joué de jeu européen, notamment en matière d'armement. Hein, elle choisit les armements américains. Bon. Donc, de toute façon, l'erreur, je pense, considérable que nous avons faite, c'est l'élargissement. Hein, mais nous n'avons pas fini de le payer. Parce qu'on pouvait parfaitement avoir une zone associée, hein, qui étaient les pays de l'Est, qui aurait servi de zone tampon d'ailleurs entre l'Europe et la Russie, hein, zone d'acclimatation, eux-mêmes pouvant commercer avec l'Europe, avec la Russie, voire avec les Américains, hein, et puis trouver petit à petit des procédures, s'habituer à vivre ensemble. Or là, on les a intégrés, on a payé quand même les fonds structurels, hein, ils ont su les utiliser aussi. Hein. Donc, on les a mis à niveau, pour finalement, ça a servi qui? L'industrie allemande, qui a très bien récupéré le truc, et les Américains. Et un peu les Chinois aussi, qui ont une porte d'entrée sur la Hongrie, sur la Pologne, pour les autoroutes, etc. Bon. Alors quelques groupes français s'en sont sortis aussi, mais à titre individuel. Hein. Il y a aussi autre chose. C'était une réunion une petite réunion, on n'était pas très nombreux, une trentaine, et il y avait le numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne, c'était il y a 2 mois. Et on parlait ça n'avait pas encore éclaté en Ukraine d'ailleurs. Et on parlait des frontières de l'Europe. Quelles frontières pour l'Europe? Bon. Si on raisonne en termes généraux, c'est vrai que la Russie, comme disait le général de Gaulle, hein, l'Europe elle va de l'Atlantique à l'Oural. Bon. Donc on ne peut pas exclure la Russie. La Russie, mais il peut y avoir un statut particulier, des accords commerciaux, tout simplement, culturels, commerciaux, tout ce qu'on veut. Et l'Allemand, à ce moment-là, qui était très langue de bois avant, désolé, il ne faut pas vous méprendre, les frontières de l'Europe sont celles de 1054. Alors c'est là où j'interroge. 1054, voilà, le grand schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Alors regardez, il dit nous Français, plutôt laïcs, donc on avait un peu oublié ça. Oui, et l'Europe que nous construisons, alors c'est un type de la CDU, hein, mais l'Europe que nous construisons,
est une Europe catholique et luthérienne. Et l'Europe orthodoxe est à côté. Et effectivement, c'est vrai que quand on reprend l'histoire de l'Europe, qui a construit l'Europe au départ? C'est la démocratie chrétienne. Hein, c'est les 3 démocraties chrétiennes, allemande, française et italienne. Hein, et elle s'est constituée autour de l'Allemagne de l'Ouest, qui était catholique, essentiellement. Hein, et qu'ensuite, les adjonctions qui ont été faites, l'Espagne-Portugal catholique, hein, mais les adjonctions à l'Est et au Nord sont luthériennes, et l'Allemagne de l'Est est luthérienne. Hein. Et donc, il y a eu l'adjonction, c'est le Saint-Empire romain germanique, hein, c'est-à-dire c'est les frontières du Saint-Empire. Et l'Ukraine, elle est coupée en 2. La frontière passe au milieu. Hein, exactement. La partie catholique luthérienne européenne, hein, puis la partie slave, russophile, orthodoxe, de l'autre côté. Alors, les Allemands ne voulaient pas de la Grèce d'ailleurs. Ils ne voulaient pas de la Grèce dans l'Europe. Les Allemands ont fait éclater la Yougoslavie en reconnaissant la Croatie catholique, la Slovénie, hein, et on a rejeté les Serbes, qui étaient forcément des méchants, parce qu'ils étaient Serbes. Alors Milosevic, effectivement, n'était pas un personnage bien simple, mais nous, on a trahi les Serbes. Hein, c'est clair. Oui, mais il y avait... Oui, d'accord. C'est terminé. C'est plus sur la Chine, deuxième question. Je voulais savoir, au niveau de puissance militaire pure, est-ce que la Chine n'a pas une puissance qui a plus vocation à rester assez purement régionale? Parce qu'on voit qu'ils n'ont clairement pas les mêmes capacités de déploiement que les États-Unis, ils ont un porte-avions les États-Unis en 11. Est-ce que l'objectif des Chinois, c'est pas essentiellement de se consolider sur leur Oui, tout à fait. Et pas forcément de s'étendre. Non, mais ils n'ont aucune envie d'aller dans le Pacifique, et ça, mais ils estiment que la mer de Chine est leur mer. Voilà. Et qu'ils ont les marges de leur empire. Hein, c'est bon. Alors évidemment, les voisins, le Vietnam, tout ça, ça les ennuie. Et c'est vrai que les Chinois, moi je l'ai vu au Laos notamment, Laos-Cambodge, hein, c'est le comportement impérialiste. Hein. En Afrique aussi, on voit comment ils se comportent. Bon, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Donc, la réaction des voisins, on peut le comprendre. Mais c'est vrai que l'Empire du Milieu n'a jamais eu de comportement expansionniste, à la différence des empires occidentaux. Hein. Ils sont restés... Parce que comme ils considéraient que tout ce qu'ils faisaient était mieux que ce que pouvaient faire les autres, donc ils commerçaient d'ailleurs, hein, ils voulaient bien exporter, mais ils n'importaient pas. Parce que ce qu'on fait, c'est mieux. Bon. Et donc on n'a pas de volonté à aller conquérir les terres inconnues, etc. Et il n'y avait pas de religion messianique non plus. Hein, il n'y avait pas de... Oui, c'est ça, faut pas oublier ça. Hein. Nous, nos religions, et l'islam aussi, sont des religions messianiques. N'oublions jamais que les catholiques ont apporté le Christ à ces pauvres Indiens, et comme ils n'étaient pas contents, on les crucifiait pour qu'ils aillent plus vite au ciel. Hein. Bon. Et les Américains sont les dignes représentants de cette volonté messianique. Christian. Alors, 3 points, si vous permettez, un anecdotique et puis 2 plus importants. Vous disiez que les États-Unis avaient forcé le Japon à réévaluer pour 85 aux accords du Plaza. Ma question, c'est comment ont-ils fait? Parce que concrètement, comment est-ce qu'on fait pour forcer un gouvernement? J'y pense dans la perspective où un jour il y aura un gouvernement français en France, il serait aussitôt attaqué, évidemment, par les gens qui veulent détruire le pays. Et donc il faudrait déjà prévoir une attaque. J'ai aucune idée de la façon dont ça se passe. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur le fait que vous disiez que la guerre en Syrie était une guerre de religion. On profite, on attise les positions religieuses pour un dessein politique. Mais la guerre en Syrie, elle a été déclenchée par les États-Unis et Israël pour prendre le contrôle de la Syrie. Ben, d'accord. Voilà. Oui, mais ça, d'accord. La religion maintenant, c'est manipulé. Ah oui, mais... Et ma deuxième question, c'est quel chemin politique voyez-vous
pour que la France redevienne un pays indépendant? Fondamental. Peut-on faire la politique de France Indépendant d'Europe ou indépendant? Indépendant d'Europe, parce que l'Europe, actuellement, c'est européenne, c'est simplement la structure de vaccination politique de l'Europe aux États-Unis. Votre première question? Donc c'était concrètement comment est-ce qu'on fait pour forcer un gouvernement à ruiner son pays pendant 20 ans? Non, mais parce que le Japon ne pouvait pas en 85, ne pouvait pas s'opposer aux États-Unis. Parce que d'abord une partie de l'industrie japonaise avait des actionnaires américains. Deuxièmement, il y avait encore, il me semble, des troupes d'occupation. Troisièmement, les instances financières, si vous voulez, sont telles qu'à l'époque, le dollar était la monnaie dominante. On a forcé à la même époque exactement les Allemands à réévaluer. Et les Anglais, les Français et les Américains étaient d'accord à ce sommet du Plaza pour que le yen réévalue. Les moyens sont multiples, si vous voulez. Et le Japon n'avait pas suffisamment de puissance. D'abord, il n'y avait pas de puissance militaire. Et il dépendait totalement. À ce moment-là, les Américains pouvaient parfaitement fermer leur marché aux produits japonais. Vous leur foutez des droits de douane massifs. C'est tout. Donc, le gouvernement japonais n'avait pas d'autonomie. Alors ensuite, ils ont fait eux-mêmes des erreurs, etc. Mais le poids, si vous voulez, des États-Unis est considérable. Et il était encore plus considérable dans les années 80. Alors, vis-à-vis de la Chine, c'est un peu différent. Parce que la Chine est plus puissante que le Japon. Beaucoup plus puissant. En plus, les Américains tenaient le Japon par les échanges technologiques, etc. Les Américains ont réagi en 80 parce que les Japonais ont joué les gros bras et ont expliqué qu'ils allaient apprendre aux Américains à fabriquer des voitures, etc. Ils ont commencé à racheter Hollywood, Rockefeller Center, etc. Et surtout, il y a eu un petit fait qui a été essentiel, c'est que les Américains ils avaient mis en chantier leur F-16. Et quand il s'agit de définir qui allait fournir les composants, il y avait le problème des écrans à cristaux liquides. Puis là, ils se sont aperçus que les seuls qui fabriquaient ça, c'était les Japonais. Parce que leur industrie des composants aux États-Unis est foutu le camp. On avait, au nom de la rationalité, la division internationale du travail laissait les Japonais développer des écrans à cristaux liquides. Et là, les Japonais ont commencé à dilayer un peu pour fournir les écrans. En expliquant, et puis au bout d'un moment, ils ont dit, oui, on aimerait bien fournir les écrans, mais on aimerait bien nous aussi revenir dans l'aéronautique. Or, il est interdit par les accords de capitulation du Japon que le Japon revienne dans l'aéronautique. Et là, ils voulaient notamment avoir les technologies de l'empennage des avions, etc. Et donc les Américains ont compris que le Japon devenait un concurrent redoutable. Et donc ils ont décidé de mettre le Japon à genoux. Tous les constructeurs de composants, toute l'électronique américaine et le DOD, département de la Défense, moi à l'époque j'étais au Mont, j'ai suivi ça de près, ils se sont rassemblés, et ils ont décidé de reprendre la maîtrise sur les composants électroniques. Voilà, ce qu'ils ont fait, avec des injections massives de capitaux de la part de l'État et du département de la Défense essentiellement, et ils ont repris le leadership sur les composants électroniques. Et ils ont fait payer au Japon en le mettant à genoux, en l'obligeant à réévaluer sa monnaie. Donc la Syrie, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi l'Arabie Saoudite et le Qatar. Parce que Assad, qui aussi n'est pas un grand démocrate, on peut dire, mais Assad, il a plusieurs péchés mortels. Le premier, c'est que c'est le parti basse. Donc à l'origine, c'est un laïc. Comme Saddam Hussein. Bon. Comme les Français. Oui, comme les Français. Deuxièmement, c'était un allié des Soviétiques et des Russes. Bon. Et ensuite, en tant que chiite, de l'Iran et du Hamas. Bon. Donc, tout ça, puis en plus, c'est vrai qu'il tenait son pays d'une main de fer. Bon. Et que le père, quand il y a eu une première révolte des frères musulmans il y a 25 ans,
il en avait nettoyé 25 000. Le fils n'est pas le père. Oui, le fils c'est pas le terme, enfin bon. Mais, je vais vous parler de cynique, mais c'est pas... de toute façon, je pense que les Occidentaux, on a balayé aussi devant notre porte, de ce côté-là. Et puis il y a le jeu de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui sont dans une surenchère entre eux et sur les autres pays arabes, et contre l'Iran, etc. Donc, c'est, comme disait le phobie arabe. Donc c'est très compliqué. Et la connerie des Français, c'est d'avoir voulu choisir un camp, et d'aller jouer les rhinocéros, etc. Ça, c'est une erreur colossale, pour se faire lâcher en race campagne par les Américains ensuite. Bon, mais c'est Juppé qui avait commencé. C'est le Quai d'Orsay qui a commencé à déconner là-dessus. Alors reste l'indépendance. Bon. Ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile parce que le monde est de plus en plus interdépendant et que vous vous apercevez, bon, prenons l'histoire de l'euro. Moi, il y a un certain nombre d'années, je pense que Maastricht était une connerie, que la monnaie unique, on n'a pas compris que c'était le mark, et que donc c'était les Allemands qui imposaient leurs dogmes, et qu'on allait se retrouver, à partir du moment où on ne se réformait pas, où on ne prenait pas les mêmes mesures que les Allemands, évidemment, on se retrouvait en compétition avec les pays de l'Est, et on était concurrencé avec un coût global, une non-compétitivité, et toutes nos entreprises ont foutu le camp. Et ça continue à vitesse grand V. Donc on a détruit le tissu industriel. Mais aussi, accessoirement, nous avons préféré depuis 20 ans construire des ronds-points, faire de la sécurité routière, faire des médiathèques, faire de la protection de l'assistanat, de la protection sociale, etc. Mais c'est un choix collectif. C'est un choix collectif. C'est un choix collectif. Beaucoup par rapport au reste. Comment ? Je crois pas que ça compte énormément. Vous savez combien ça coûtait les ronds-points ? Vous savez combien ça coûtait les ronds-points ? On a payé des ronds-points. Plus de 100 milliards d'euros. Industriel, c'est quand même d'une autre échelle. Attendez, et il vous manque quelques milliards pour votre recherche développement, vous êtes en train de racler les fonds de tiroir. C'est pas une blague, Donc, collectivement, et les gens, les 35 heures, ils les prennent leur RTT, ils les prennent. Oui. C'est-à-dire qu'on a détruit le rapport au travail. C'est clair. Bon. Donc, à partir de là, regardez l'éducation nationale. On parle dans Et les moyens, alors oui, mais ça nous concerne, ça concerne tout le monde. L'éducation nationale. Combien y a-t-il de vacances ? Vous avez calculé l'évolution des vacances ? Et la semaine de 4 jours ? Semaine de 4 jours ? Les vacances, 15 jours maintenant, 1er novembre, 15 jours à Noël, 15 jours en février, 15 jours à Pâques, 2 mois l'été. Oui, l'été, c'est fini. Quand ? La France est unique. Oui, unique. Sans parler du jour férié. Bon, et des RTT. Vous avez eu au mois de mai, entre le 15 avril et le 10 mai, il n'y a personne à Paris. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Personne. Alors tout le monde ne prend pas les vacances, tout le monde ne prend pas 15 jours de vacances. Ça, c'est un phénomène parisien. Oui, mais dans les grandes villes de province aussi. Dans les grandes villes de province. Bon, donc vous avez un pays qui, effectivement, on se gargarise en disant qu'on est productif, etc. Mais c'est de la Noé. Alors on dit on va miser sur le tourisme. Non, le tourisme c'est 80 milliards d'euros. Oui, mais enfin ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Oui, surtout. On peut émeute bien organisé dans une banlieue et ça y est. Oui, mais enfin la banlieue, vous connaissez le ville. Vous avez vu, quand Payon a osé dire qu'il fallait peut-être envisager de légaliser une partie des drogues pour récupérer ne serait-ce que de la TVA, c'est effectivement un moyen, comme on a bien de la TVA sur les alcools, il s'est immédiatement fait taper sur les doigts. Pourquoi ? Et il fait taper sur les doigts par notamment Barthelone, qui connaît bien le département de Seine-Saint-Denis. L'économie parallèle. Bon, les quartiers ne vivent que par la drogue et par le revenu d'assistanat, de transfert. Si vous enlevez le marché de la drogue, les familles ne vivent plus. Parce que le gamin de 18-20 ans qui deal et le petit frère qui fait le guetteur, il fait vivre
les parents, les frères et sœurs et les grands-parents. Exactement. Hein? Si vous leur enlevez ça, c'est très simple. Il y a un deal. Si vous touchez à mon business, je vais vous emmerder chez vous. Et je viens brûler les voitures, effectivement, dans les beaux quartiers. Si vous me laissez mon business, je suis maître chez moi, hein, et puis ailleurs, vous êtes maître chez vous. C'est ça le deal. Nous avons abandonné les terrains. Bon, et alors ça, pour revenir là-dessus, tiens. Alors, l'indépendance du pays, c'est tout ça aussi. Comment vous remettez ce pays en ordre de marche? Ben, honnêtement, je ne sais pas. Alors, nous avons Jean-Marie, ensuite Madame, et je m'inscris également. Bien, pardonnez-moi. Vous avez deux petites remarques. D'abord, une question sur la remarque sur l'éducation nationale. Vous avez tout à fait raison. N'oubliez quand même pas que demain, si vous diminuez les jours de vacances, c'est pas les profs que vous avez sur le dos, c'est les parents. Je suis d'accord, tout à fait. Oui. Mais les parents, alors les parents qui ont les moyens, parce qu'ils prennent. En revanche, les parents qui n'ont pas les moyens, ils se retrouvent avec les gosses sur le dos et ça leur pose des problèmes. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Deuxième élément, toute petite remarque, quand Moubarak, quand je suis d'accord, n'oubliez pas aussi que Moubarak a fait des accords avec l'Arabie Saoudite, avec les salafistes, etc. en Égypte. Vous prêchez la haine dans le pays, en échange. Moi, vous me laissez tranquille politiquement. La situation des Coptes sous Moubarak, c'est largement... Enfin, à la fin. Déjà un petit peu avec Sadat, et peut-être vers la fin, mais quand même, la différence a été très nette. Ma question, par contre, plus sérieusement. Sur les rapports entre les États-Unis et l'Asie, il y a eu la visite d'Obama il y a 15 jours. On n'a eu pas le sentiment quand même que ça a été une visite difficile. Oui. Au Japon. Oui, parce que il n'a pas réussi à réconcilier, parce qu'entre la Corée du Sud et le Japon. Mais tant mieux. Nicolas a fait savoir à Obama que le Premier ministre japonais, si j'ai bien compris, n'était pas un monsieur fréquentable. Exactement. Ce qui était. Bon. Donc les liens Corée du Sud-Japon sont très mauvais et Obama est absolument incapable, semble-t-il, d'améliorer quoi que ce soit. Et l'opinion publique, la presse philippine, a été extrêmement virulente sur la visite d'Obama, qui nous a fait d'ailleurs une tournée d'Asie comme les Chinois font la tournée de l'Europe, 5 pays 4 jours, ou 4 pays 5 jours. Où a-t-il obtenu le moindre succès dans cette affaire? Est-ce qu'ils ont autant de capacité d'influencer ces pays asiatiques? On lui a reproché d'ailleurs, pardonnez-moi je termine, de ne pas être allé au Vietnam. Parce que quand même un des pays qui paraît pour faire la Chine, alors je vais je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire ce dont j'ai rêvé. J'étais en Chine il y a 1 an, et à l'époque les interlocuteurs, moi je m'entends bien avec les Chinois parce que je trouve que les Chinois ils parlent, vous discutez avec eux, ils parlent ouvertement. Il y a 10 ans ils ne parlaient pas, hein. Aujourd'hui, ils parlent, vous discutez, et il y a des tas de problèmes en Chine. Bon, j'en parle abondamment, hein, mais en même temps, c'est un pays qui est assez fascinant quand même. Hein. Et puis, je respecte leur culture. Hein, c'est pas... Et je sentais bien que si le général de Gaulle avait été là, il y avait un truc formidable à jouer en Asie du Sud-Est. Parce que les Chinois sont emmerdés. Ils n'ont pas envie d'aller à l'affrontement. Ils veulent commercer, ils veulent se développer, etc. Mais en même temps, ils ne veulent pas que les Américains les fassent chier. Bon. Et ils ne veulent pas que les Japonais continuent à faire leur redoublement. Donc, il y aurait un rôle de go-between à jouer, que les Anglais ne peuvent pas jouer pour des raisons historiques. Hein, et que les Allemands ne peuvent pas jouer non plus, parce que les Allemands n'ont pas de diplomatie. Ils n'en ont pas encore. Ils n'ont pas établi de diplomatie. Donc, les seuls qui auraient pu jouer ce rôle de go-between, c'est les Français. Hein, comme avec les Russes. C'est nous qui pourrions jouer les go-between avec les Russes. Hein, si on avait encore une diplomatie. Bon, on n'a plus de diplomatie. Bon. Mais, parce que la diplomatie des droits de l'homme, c'est pas une diplomatie. Hein, c'est pas... c'est monsieur... comment il s'appelle encore, celui qui a une grande écharpe blanche là, Bernard-Henri Lévy, c'est ça, hein. Bon.
Donc, oui, mais c'est quand même dramatique, parce que c'est Bernard-Henri Lévy qui a fait la politique étrangère ces dernières années. Non. La Libye, c'est lui. Et on a vu le bordel. L'Irak, c'est un vrai succès. Ah, bah ça aussi. Heureusement qu'il n'y a plus de dictateur, parce qu'il y aurait eu plus de morts. Oui. Oui. Donc, mais je suis d'accord avec vous. Parce que le truc est tellement gros quand même, hein, notamment sur tout ce qui est flux de données, les nouvelles technologies, que les autres, ils réagissent. J'espère qu'en Europe, on va réagir. J'espère. L'avantage des gens du Pacifique, je dirais, c'est qu'ils n'ont pas une commission européenne en interface. Et donc chaque pays est en train de négocier le bout de gras. Nous, notre malheur, c'est qu'on a une commission européenne. Et que la Commission européenne, elle va nous amener l'accord, un jour au jour, elle va dire c'est comme ça, hein, vous prenez le kit global et vous signez. Et si vous ne signez pas, c'est la fin de l'Europe, etc. Et aucun gouvernement n'osera prendre la responsabilité de dire non. Moi je pense que la seule chose que nous puissions faire, autant je ne suis pas pour l'éclatement de l'euro, parce que je pense que d'abord la population n'y est pas très favorable en fait, et que ça pose trop de problèmes, beaucoup trop de problèmes. Ensuite, ça implique un retour à un contrôle d'échange draconien que les gens ne sont pas prêts à accepter. Les gens sont habitués à la libre circulation des capitaux, etc. Bon, on essaye d'améliorer les choses, mais en revanche, et puis ça existe l'euro. Malgré toutes ces imperfections, etc., il existe. En revanche, c'est toujours difficile de détruire quelque chose qui existe. Le traité transatlantique n'existe pas, donc il faut faire en sorte qu'il n'existe pas. Donc je suis pour pratiquer la politique de chaise. C'est-à-dire que la France dit non, je ne voterai pas. Veto. On peut. Mais il faut oser. Attends, il y a d'autres personnes que ça. Madame. Oui, je voulais savoir, vous disiez qu'une partie du territoire, enfin dans les banlieues, c'était la drogue qui faisait vivre ces régions. Et donc, je voulais savoir si c'était spécial à la France ou si ça existe aussi, je ne pense pas en Allemagne quand même. Parce qu'il y a de la drogue en Allemagne, il y a de la drogue partout, vous savez. Non, mais au point de la France. Non, parce que vous avez moins de quartiers, par exemple en Espagne, vous n'avez pas le phénomène des quartiers comme en France. En revanche, l'Espagne, premier marché consommateur, premier marché importateur de drogue. Pas seulement du Maroc, vous avez 3 filières. Je suis intéressable sur le sujet. Hein. Je voulais faire un bouquin dessus. Je connais bien l'Espagne. Bon. En Chine, vous disiez que c'était pas exactement la même chose, puisque c'était pas une religion messianique. Donc, ils n'ont pas de problème de religion entre eux. Je sais qu'il y a un problème avec l'islam. Oui, les Ouïghours, oui. Oui, mais sinon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, religieux, non. Il y a un problème avec le Tibet, évidemment. Bon, les Chinois considèrent que le Tibet, c'est la Chine. Oui, mais le souvenir, c'est que c'est le souvenir aussi des guerres de l'opium et de l'évangélisation, par les Américains notamment aussi. Hein, parce que les jésuites, je vous signale, que les jésuites, ils les avaient parfaitement acceptés. Et que, je commence mon bouquin là-dessus, quand vous allez à l'école du parti, l'école qui est dans l'ancienne académie impériale à côté du palais d'été, c'est là où on forme une génération de tous les... Xi Jinping était le directeur de l'école du parti, tous les grands dirigeants, eh bien, vous avez dans le parc des tombes des jésuites. Ah oui? Oui. Donc, il n'était pas réfractaire. En revanche, quand les évangélistes, notamment américains, sont venus, et qu'à chaque fois qu'il y avait un traité qui était signé entre les occidentaux, anglais, américains, français, et l'empereur de Chine, il y avait les Américains, les Anglais voulaient des avantages commerciaux, et contrôler le commerce chinois, les Français ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient, mais les Américains, eux, ils voulaient pouvoir installer des missions à chaque fois. Et quand il y a eu la grande révolte dans le sud de la Chine, le leader avait été évangélisé et s'est opposé au pouvoir central de l'empereur au nom de la religion, et nous sommes tous égaux, etc. Il n'y a plus de fils du ciel et tout. Donc, pour ça qu'ils ont une réticence, c'est importé de l'étranger. Et vous disiez
aussi que les évangélistes et les catholiques, il y avait une nouvelle guerre de religion. Dans quel pays? Tous les pays. En Afrique notamment. C'est vrai, les évangélistes, moi j'ai commencé à les voir à l'œuvre en Amérique latine il y a 15 ans. Et alors, ils viennent évidemment sur les lieux où il y avait la religion catholique. Et où il y a de la pauvreté plutôt. Donc, mais les évangélistes sont très bien organisés et ils ont énormément d'argent puisqu'ils fonctionnent comme une secte, comme faisait l'Église autrefois d'ailleurs. Une pompe Afrique. C'est aussi les musulmans en Afrique qui font. Mais bien sûr, oui. Et en Russie, les évangélistes non. La Russie est orthodoxe. Non, ils ont tenté. Ils ont tenté? Ah oui, ils ont tenté dans toute l'Europe de l'Est avec beaucoup d'argent et ils ont tenté en Albanie aussi, j'ai des souvenirs là-dessus. Et ils ont manifestement échoué. Et heureusement, justement, parce que ce phénomène d'évangélisme diffusé dans ces pays où tout est sensible sur le plan religieux et où il y a un accord, en tout cas en Asie centrale, entre les principales religions quand il ne s'agit pas d'islamistes, ça risquait justement de créer des troubles très très profonds, notamment au Tadjikistan. Mais ça a été un échec, enfin, autant que je puisse le savoir, parce que je connais pas bien la question. Oui, Jean-Marie, toi qui es un spécialiste. Oui, il y a eu un épisode qui est raconté avec beaucoup d'humour et en même temps de colère par l'archevêque latin de Bagdad, qui dans un livre qui a publié en 2006 sur l'Irak, raconte qu'un beau matin, tous les dignitaires religieux chrétiens sont quasi convoqués dans une mission évangélique, et ils y vont, ne comprenant pas trop bien ce dont il s'agit, mais par courtoisie en tout cas ils y vont, et là tranquillement, on leur explique qu'ils n'ont plus rien à faire là, qu'ils ont été incapables d'évangéliser les Irakiens, mais que eux, évangiles, savaient comment il fallait faire, et que donc ils n'avaient qu'à laisser la place, quitter le pays, et que eux se débrouilleraient très bien. Ils sont partis, ils n'ont même pas discuté, ils se sont marrés, mais ils ont fait des dégâts considérables. Proposant des visas contre la conversion au catholicisme, à des gamins, c'est parfois grotesque, distribution de cartes du monde pour que les gamins puissent coller des vignettes avec des footballeurs de la Coupe du Monde 2006, des trucs grotesques. L'effet a été terrible sur les populations, et en même temps avec un effet inverse. Il y a eu un rejet quand même assez important. C'est vrai qu'ils sont partout, ils font des dégâts considérables. En France. Moi, je voudrais poser ma question, si vous permettez. Je suis animé, moi aussi, bien sûr, par cet esprit d'indépendance qui nous rassemble, mais mon souci, c'est Internet. Internet est américain. Et tout se passe maintenant sur Internet, sur les réseaux. En fait, les Chinois ont leur système. Ils ont pas Amazon, ils ont bloqué Amazon, eBay et tous les autres. Ils ont Alibaba. Qui s'introduit en bourse. Oui, qui s'introduit en bourse. Bon. Donc, l'erreur. Et les Russes. Alors, les Russes, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont Internet, mais depuis les affaires de la NSA, peut-être que. Bon. C'est vrai que nous avons laissé. Alors, je vois quand même que ça commence à réagir. Là, je voyais ce soir une coalition d'acteurs européens conteste l'hégémonie de Google. Parce que le modèle de ces grands groupes, en fait, les Google, Amazon, Facebook ont remplacé les IBM, General Motors, etc. C'est de faire de l'ordre du capitalisme américain. Et c'est là où sont les principales capitalisations boursières, et c'est là où il y a la richesse américaine, et où les fonds de pension américains, le système financier américain, a placé son pognon. Et il y a eu un deal, je pense il y a 3 ans à peu près, entre Obama et les grands groupes dont Apple. Vous relocalisez de la production aux États-Unis, moi je vous fais des conditions de travail plus intéressantes, mais vous relocalisez aussi un peu d'impôts aux États-Unis, puisque ces grands groupes ne payaient pas d'impôts. Donc le débat aux États-Unis continue. Les grands groupes américains, on estime que les grands groupes américains ont logé hors des États-Unis 2000 milliards de dollars de bénéfices non déclarés aux États-Unis. Donc, comment faire revenir cet argent? Parce que nous, c'est la même chose.
C'est-à-dire que les multinationales ont organisé l'optimisation fiscale et avec le chantage à chaque fois, si vous mettez trop d'impôts, etc. Alors, c'est pas facile non plus. Donc Obama a dit avec eux, et je pense que dans le deal, il y a « je vous soutiens » dans les accords de Trans-Pacifique partenariat. Donc, Internet, oui, Internet, et c'est les Américains qui dominent. Mais il y a l'idée d'avoir peut-être un big data. Les Allemands, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec les Allemands. Ce qu'il y a, c'est que les Allemands sont tellement puissants que les Allemands sur l'informatique, ils n'ont jamais été très... C'était pas leur tasse de thé. Il y a 40 ans, ils avaient fait un accord avec les Français sur l'informatique avec la C2I autour du Nidalpa. Et Siemens avait mis son informatique avec les Français. On a rompu, c'est Giscard qui a fait rompre le truc, c'était un peu de notre faute, etc. Mais les Allemands, Siemens par exemple, a cédé son activité informatique à Atos, et en contrepartie 18% du capital d'Atos. Donc, quand les Allemands ne savent pas ou ne sont pas très performants sur un secteur, ils n'y vont pas. C'est pour ça qu'ils ont laissé d'ailleurs se développer les Facebook, Google, etc. Cela dit, le phénomène du big data, quand même, et le fait que Mme Merkel ait été écoutée, je veux dire, ça les a amenés à réfléchir quand même. Hein, parce que ça a rappelé, y compris à Merkel, l'Aspasie, enfin bon, c'est pas... Donc, si nous étions actifs, on pourrait essayer de monter quelque chose, hein, avec les acteurs européens, avec l'Allemagne, pour dire, bon, ne laissons pas à Google le monopole, hein, ne laissons pas s'infiltrer cette idée de la gratuité, qui est totalement pernicieuse. Hein, parce que derrière, ça veut dire que tous les producteurs de contenu, comment ils se rémunèrent? Comment vous faites? Le problème de la presse, de l'édition, du cinéma, de tout l'entertainment. Bon, il faut trouver des moyens. Vous ne pouvez pas vous rémunérer sur la publicité. En plus, Google, Amazon, tout ça localise la publicité là où c'est le moins cher, Luxembourg, l'Irlande, etc. On ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai que l'Europe devrait avoir une harmonisation fiscale. On ne peut pas accepter que le Luxembourg et l'Irlande continuent à avoir des taux de dumping. Bon. Et nous, en même temps, c'est vrai que la fiscalité pour ceux qui restent en France, je pense aux PME ou aux autres, ça devient, et pour les classes moyennes supérieures, ça devient décourageant. Bon, il y a un vrai problème. Parce qu'il n'y a pas de secret. Ce que les uns ne payent pas, il faut que les autres payent. Hein. Bon. Et les multinationales, ce qu'elles ne payent pas, c'est ceux qui restent et qui ne peuvent pas s'échapper et optimiser fiscalement qui le payent. Hein. Donc, mais c'est vrai que peut-être qu'on peut réussir par en bas, hein, par les acteurs, à essayer d'organiser des actions contre Google. Je crois que tout est devenu effectivement excessivement compliqué et qu'il faut être très mobile. Et utiliser éventuellement la législation européenne quand ça peut être intéressant, pour obliger des gens comme Google ou autres à céder sur un certain nombre de... Le monopole est inacceptable. Voilà. Et on doit se battre contre les monopoles. Bon. Et il n'y a pas de raison de donner à Google, à Amazon, et même à Facebook. Moi je me refuse d'être sur Facebook. Hein. Ça, parce qu'en plus c'est une conception, alors LinkedIn c'est différent, c'est une... bon, mais, et même Twitter, bon, Twitter a pris, mais pour un journaliste c'est épouvantable Twitter, parce que vous faites ça en 140 signes, vous comprenez, donc c'est l'instantanéité, le manichéisme, hein, et vous ne réfléchissez plus, vous n'avez plus une projection dans l'avenir, dans l'espace-temps, etc. Alors est-ce que les gens, la question c'est pour les jeunes générations, est-ce que les jeunes générations ont bien conscience des risques que tout ça comporte? Hein, j'ai plus la jeune génération, je me suis mis aux outils informatiques parce qu'on est quand même capable de s'adapter. Hein, bon, mais bon, c'est aux jeunes aussi à savoir ce qu'ils veulent.
Bertrand. Oui, il reste 5 minutes, même pas. Quand vous dites que vous ne savez pas comment faire pour ce qui concerne la France, c'est quand même pas tout à fait exact. Parce que quand on lit votre livre, on trouve, en tout cas c'est ce que je vais écrire dans le prochain numéro de Royaliste, on trouve la raison des succès des pays que vous décrivez. Et il y en a plusieurs, je vais très très vite mais pour conclure le débat, mais tous les 3 pays s'inscrivent dans une histoire, dans une tradition. Et c'est là qu'ils puisent leur dynamisme fondamental, que ce soit et quoi qu'on en pense, que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Allemagne. Et en ce sens, c'est respectable. Mais non, mais tout à fait, mais quoi qu'on en pense, bon. La Russie. Oui, la Russie est là. Et la Russie également. Oui. La Chine et l'Allemagne ont une revanche à prendre sur l'histoire. L'humiliation chinoise, la catastrophe allemande dont on parlait la semaine dernière. La deuxième chose, c'est qu'il y a un pacte entre les forces politiques et au moins une partie de la population. Le pacte entre le pouvoir chinois et les classes moyennes, dont vous parlez, qui représente 500 millions de personnes. Et donc, il y a ce pacte également entre Merkel et une partie importante de la population allemande, avec l'autre qui souffre. La troisième chose, c'est que fort de ce pacte et de cette histoire, le pouvoir politique, l'État, développe un projet. Mercantiliste, tout ce qu'on veut, mais il développe un projet à long terme. Bon. Quoique, avec des difficultés de base qui sont considérables. Pour la Chine, pour l'Allemagne également, puisque la réunification n'était pas gagnée. Et c'est là que, je peux vous embêter un tout petit peu, et ils ont le moyen monétaire. Oui, tout à fait. Donc, dire l'euro, il faut s'accommoder avec ça, pas évident. Du tout. L'Allemagne a l'euro-marque. L'Allemagne a l'euro-marque. Nous n'avons plus l'euro. Et justement, quand on prend ces 4 ou 5 moteurs, on s'aperçoit que nous, on les a plus. Parce qu'on ne veut pas les avoir, parce que ça ne paraît pas intéressant, etc. Mais il y a effectivement dans votre livre un modèle, compliqué, qui peut d'ailleurs échouer. D'ailleurs, vous dites également là où quels sont les points faibles également des différents pays, que ce soit la Chine, que ce soit l'Allemagne. Il y a également un certain nombre de points faibles qui peuvent faire capoter l'aventure. Mais il y a ces 4 ou 5 moteurs qui sont extrêmement dynamisants pour le pays. Et voilà. Ils pensent aux intérêts d'abord de leur pays. De leur pays. C'est-à-dire que c'est ça. Et la comparaison avec la France, c'est que nos élites ont abandonné l'intérêt du pays, elles se sont imaginées qu'elles allaient se prolonger dans un rêve européiste, et que la France éternelle et la puissance française éternelle allaient se transposer dans une Europe puissance. Bon. Ce modèle est totalement dépassé parce que depuis la réunification et depuis l'élargissement, c'est fini. Je dis au début, vous regardez une carte. Quand nous avions l'Europe des 6, voilà. Déjà, le centre de l'Europe des 6, il était là. Voilà. Quand on a même monté avec les Anglais, les Espagnols, les Portugais, etc., le centre de gravité, il est là, de l'Europe, entre Paris et Strasbourg, grosso modo. À partir du moment où on a élargi à l'Est, le centre de gravité, il a été où? À Berlin. Et c'est quelqu'un qui avait dit, Berlin n'est pas une capitale d'État, c'est une capitale d'empire. Et effectivement, tous les flux commerciaux d'ailleurs, les flux commerciaux, ils transitent maintenant comme ça, ils passent par les ports. On a abandonné la bataille des ports, ça c'est aussi une erreur colossale. Et donc les flux, ils partent comme ça, et puis ils partent comme ça sur les têtes. Alors évidemment, pour l'Espagne, ils sont un peu obligés de passer par chez nous. Hein, mais pour le reste, la France n'est plus le centre, le lieu géométrique de l'Europe. Et ça, on n'a pas compris ça. Est-ce que ça a été souhaité par les Français? Il faut qu'on arrête ce dernier épisode.